Bonjour à tous et bienvenue sur un tout nouvel épisode d'Héritage de guerre. Héritage de guerre aujourd'hui vous emmène à 40 mètres sous terre pour vous faire découvrir l'histoire incroyable de la batterie du Roule. Alors on se retrouve dans un instant en plateau pour vous faire découvrir cette magnifique histoire. Événements, musées, monuments, actualités, podcasts. Téléchargez votre application d'ID Live. Disponible gratuitement sur Apple et Google Store. Alors nous nous retrouvons donc sur le plateau donc d'ID Live. Donc déjà bonjour et pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, donc je m'appelle Cyril, je suis le président coordinateur guide de l'association Expen, Exploration Sport Environnement. Alors on va commencer tout de suite donc la première partie donc de cet épisode d'Héritage de guerre au sein donc de la batterie du Roule. Pouvez-vous présenter ce lieu avant le conflit 39-45 ? Eh bien, avant le conflit 39-45, ce lieu est rempli de pierres. C'est justement au cours de la Seconde Guerre mondiale, sur les ordres du Troisième Reich, donc Adolf Hitler, que ce lieu va être creusé. Voilà, avant, il n'y avait rien du tout. C'était, par exemple, le côté route, c'était juste un virage. D'accord, donc ici donc c'était vraiment la montagne, tout était rempli de pierres, quoi. Il n'y avait pas toutes ces galeries ici. C'est vraiment les hommes du Troisième Reich qui sont venus ici construire ces galeries. Oui, l'idée c'était d'offrir un point médian sur la falaise pour la surveillance de la baie de Cherbourg. Avant le Troisième Reich, les grandes modifications, c'est milieu 19e siècle, c'est l'aménagement du fort, tout en haut, donc c'est l'époque napoléonienne. Et l'idée, c'est que ce lieu-là vient surplomber la baie de Cherbourg. Pourquoi les hommes du Troisième Reich sont venus ici s'installer, construire des galeries ? Alors, vraisemblablement, parce que je n'ai pas ni les mails, ni les fax, ni les post-it, oui. Mais suite à la révision, quand Erwin Rommel revient de la campagne d'Afrique, enfin que le Troisième Reich se fait expulser d'Afrique du Nord, Adolf Hitler va charger Erwin Rommel de surveiller, ou tout au moins de vérifier le mur de l'Atlantique, le Die Festung Europa. Et suite au passage d'Erwin Rommel, vous avez la construction de ce site. Donc on peut imaginer que c'est à travers l'expertise d'Erwin Rommel que ce lieu est construit. Et sa zone est une protection, la portée des canons correspond à une zone côtière, donc de proximité. Ce lieu, il va être construit en quelle année ? Alors le début du creusement, donc on a plusieurs dates. Moi je me suis fixé sur mai 43, donc c'est André Picquenot qui tient un journal de bord et qui dit que les équipes qui ont creusé le poste de commandement du général von Schlieben sont déplacés ici à la montagne pour commencer à creuser. Donc mai 43, mars 44, fin du creusement. Le Troisième Reich va se garder 2 mois pour aménager l'intérieur, donc construire les bétons, aménager les canons. Et c'est opérationnel le 1er juin 1944, donc c'est quand même assez symbolique. Oui. Et donc, du coup, la construction ici de la batterie du Roule, elle s'est faite, j'imagine, pas par les Allemands, enfin par les soldats allemands du Troisième Reich, elle s'est faite, je pense, par des prisonniers. Oui, c'est la particularité du Troisième Reich, donc c'est une façon de voir les choses, et ils ont l'idée de créer une race supérieure, et donc tous ceux qui ne correspondent pas sont leurs esclaves. Alors les nationalités, dans mes recherches, j'ai pas vraiment trouvé de vérité. Ce qui est sûr, c'est que les Alliés font un inventaire de tous les prisonniers qui sont sur la Die Festung von Cherbourg, dans la forteresse de Cherbourg, à la Libération, et on a 29 nationalités. Donc vous allez avoir vraiment un vivier de ressources manuelles. Donc on met les gens en esclavage pour l'aboutissement des projets du Troisième Reich. La nationalité exacte de ces personnes, je ne peux pas vous la dire. Bon, tout le monde a sa petite idée, mais oui. On n'a pas les vraies listes. Combien de mètres de galerie ici a été construite à l'époque ? Alors c'est un creusement de 500 mètres de long. On va parler de linéaire, parce que vous avez plusieurs diamètres. Vous avez un diamètre moyen pour tout ce qui est déplacement. Vous avez des grands diamètres de creusement pour tout ce qui est aménagement. Il faut aménager ici, construire dans la projection mentale lors de votre visite des maisons en bois pour que les soldats puissent rester à l'intérieur. Dans le sens où quand on vient travailler ici, le chef il peut dire à Monsieur Rose à l'époque, ce soir on dort là, super, donc vous avez des lits à boire, à manger.
Justement, c'est lié à boire et à manger. Ils vont être également dans la galerie. Et donc, on a eu la chance donc, de pouvoir la visiter un petit peu en amont. Donc, vous nous avez montré donc, toutes les petites pièces. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de ce qu'on pouvait stocker ici ? Alors vous avez 5 lieux différents qui sont le bureau du chef, donc Monsieur Rose, l'Oberlieutenant de la Kriegsmarine Rose, parce que c'est la Kriegsmarine qui a le contrôle ici du lieu. 2, un restaurant. Alors c'est important parce qu'à l'époque on peut s'engager dans l'armée parce qu'on est sûr d'avoir à manger. 3, une salle de pause, ce qui à l'époque, pouvoir prendre le temps de réfléchir, c'est rare. Oui. 3, un endroit où on peut dormir, un dortoir. Et 5, Oui. 5, un lieu où vous avez une antenne médicale, D'accord. une mini-infirmerie. Donc c'est un peu révolutionnaire à l'époque, puisque les armées sont suivies par des antennes médicales. Et il faut replacer dans le contexte, où pour manger c'est compliqué, pour avoir des vêtements c'est compliqué, pour avoir un toit pour dormir c'est compliqué. Et on peut comprendre qu'à l'époque, l'armée ce soit un très bon débouché pour survivre, pour passer ces périodes difficiles. Donc oui, c'est pas mal étudié, avec des canons 105 mm, portée 15,4 km, des vrais canons 3e Reich, donc de manufacture extrêmement précise, avec des précisions de 1 mètre à 15 km pour la précision des tirs. Ici, il fait assez froid. J'imagine qu'à l'époque, ils avaient tout le ils avaient en tout cas mis du chauffage dans ces galeries pour pouvoir survivre aux maladies présentes ici. Ici, les humains sont la denrée. On est sous terre, le milieu c'est réservé un peu aux champignons ou aux bactéries, et nous on est le dessert dans ce lieu-là. Et il faut protéger notre santé, enfin si vous voulez habiter dans les milieux souterrains. Et l'idée du Troisième Reich en construisant ces maisons en bois, c'est de protéger les soldats qui sont à l'intérieur, de les affranchir de cette température de 12 degrés, 80% d'humidité, ce couple température hygrométrique qu'on a en permanence, qui est un phénomène, on peut dire un phénomène pivert, c'est-à-dire que sur le coup, ça va, et puis quand vous passez 2 heures, 3 heures, 4 heures, 8 heures, 24 heures, 48 heures, ces phénomènes de froid et d'hygrométrie vont littéralement vous éroder vos capacités immunitaires. Vous allez tomber malade, vous allez attraper tout un tas de choses. Le Troisième Reich a testé des hôpitaux sur Guernesey, et on s'aperçoit en application que les gars qui séjournent là-bas pour être rétablis ressortent encore plus malades. Le personnel est malade, donc c'est vraiment important d'apporter un affranchissement des conditions. 12 degrés, 80% d'humidité. Et puis, un petit peu de confort, pouvoir dormir et manger. Là, maintenant, on parle donc du chauffage, mais à l'époque, il y avait également un système de ventilation. Oui, on a deux systèmes de ventilation. Donc, vous en avez un pour tout ce qui est des communs. Donc, ces maisons en bois sont équipées avec des poêles à bois ou à charbon. Il faut évacuer les fumées. Vous avez une autre utilité ici qui est à l'intérieur, c'est les groupes électrogènes. Donc vous en avez 2 à l'intérieur, 1 à l'extérieur. Il faut pouvoir évacuer les fumées. Donc vous avez un réseau d'évacuation des fumées, pour tout ce qui est de la vie à l'intérieur. Et vous avez un autre réseau d'évacuation des fumées qui est au niveau des canons, alors là qui est propre à l'artillerie. Les fumées créées par les munitions d'artillerie sont très toxiques. Et vous avez d'autres installations qui sont vraiment spécifiques pour l'évacuation des fumées toxiques. Les Alliés qui vont venir donc libérer la Normandie, ils vont également venir ici à Cherbourg, libérer ce fort du Roule. Pouvez-vous nous expliquer un peu cette période? Comment ça se passe? C'est difficile. Les combats à Cherbourg sont violents, sont ténus, sont générateurs de décès, puisqu'on aura 16 000 vies qui seront prises pour la prise de Cherbourg. On peut estimer à l'époque que le nombre de vies engagées sur une cible est révélateur de son importance. Le 6 juin, c'est 20 000 vies. 16 000 pour Cherbourg. C'est des combats compliqués, vraiment très difficiles. Le relief ici est difficile à aborder, donc vous avez plein de phénomènes vraiment d'engagement personnel. On a 2 médailles d'honneur pour la prise du fort. Donc, les médailles d'honneur, c'est vraiment des actes de courage assez intenses. Par exemple, on a des soldats ici, vous avez Ogden et puis et Steele qui vont s'illustrer. La difficulté, c'est qu'il faut franchir. Vous êtes devant des mitrailleuses qui tirent 1200 coups minute.
Le gars, il s'élance, il lance une grenade, il prend une balle dans la tête, il tombe, il se relève au bout de 5 minutes, il se relève, il reprend une balle dans les fesses, il tombe, il se relève, il va quand même jeter une grenade dans le lit de mitrailleuse. Oui, c'est vraiment un combat ardu et acharné. La batterie du Roule, elle est un peu enclavée. On est dans un trou, au milieu d'une montagne, et ça va être compliqué de la prendre. Alors, quand j'ai posé des questions aux militaires, ils m'ont dit faut rentrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tire au fusil, à la mitrailleuse, pour faire reculer l'ennemi dans son souterrain. Une fois qu'on peut avancer, parce que l'idée c'est d'avancer, une fois qu'on peut avancer assez, on va tirer des bazookas anti-chars pour neutraliser le nid de mitrailleuse. Ensuite, ils vont rentrer dans la batterie du Roule. C'est un peu difficile, hein. C'est un souterrain, il fait nuit, les balles ricochent, parce qu'on a ici un substrat géologique qui est extrêmement dur, où les balles vont ricocher. Quand on discute avec les vétérans, ce qui est difficile, c'est pas de tirer une balle dans un bunker ou dans un lieu fermé, c'est d'éviter le ricochet. Okay, parce que ça peut se retourner contre vous. Et la prise de la batterie, c'est essentiel. À la fois, c'est rien dans le grand dispositif, parce que c'est 47 000 soldats, la Die Festung von Cherbourg, c'est rien dans le dispositif, et à la fois, c'est tout. Parce que quand les Alliés vont venir du sud et vont monter donc vers le nord pour prendre Cherbourg, il y a un moment donné, il faut descendre dans Cherbourg. En gros, Cherbourg, c'est un point haut, et puis on descend dans la baie. Et là, quand vous voulez accéder à la ville et que vous voulez accéder à l'arsenal, vous êtes sous la ligne de feu de la batterie du Roule. Donc à la fois, elle ne gêne pas la progression, mais à la fois, il y a un moment, il faut la neutraliser pour rentrer en ville. Et donc là, je me pose la question. Donc, les hommes du Troisième Reich, donc ils sont venus ici donc s'installer pour mettre donc la défense en place. Mais je me dis, les Américains viennent les attaquer et ils sont dans un tunnel. Comment ils peuvent évacuer rapidement ce tunnel, ce souterrain? Quand j'ai posé la question aux vétérans, ils m'ont dit, fallait le faire. Parce qu'ils étaient du coup bloqués. Quand j'ai posé la question à des militaires professionnels, ils m'ont dit il faut le faire. Donc c'est vraiment, on est dans le cœur même de l'essence de la guerre, c'est que c'est des hommes qui vont s'engager pour faire la conquête d'un territoire. Vous aurez beau bombarder par avion, par bateau, par sous-marin, vous aurez beau faire ce que vous voulez, in fine, c'est un gars à pied qui pose un drapeau pour définir que cet endroit a été conquis par telle nation. Donc, il n'y a pas vraiment de méthode. Ce qu'il faut, c'est se battre jusqu'à la mort. Hein. C'est ça, on lâche rien. Et donc, les combats ici ont duré combien de jours? Ça a été libéré en quel jour ici? Alors, j'ai pas de minutes vraiment pour la prise de la batterie du Roule. Tout ce que j'ai comme indice, c'est des photos. Les photos, c'est très intéressant. On a vu qu'on peut trouver des indices pour essayer de démasquer des fake news. Ce qui était intéressant sur les photos, c'est que l'attaque, vraisemblablement, donc on a vu, je vous ai montré 2 photos, donc la 79e division qui longe le mur est du fort, et puis on a les photos d'autres photos qui ont été prises sur le plateau. Et vis-à-vis des ombres projetées, il faut imaginer une attaque autour du midi du soleil. Alors, ça donne un éclairage qui va aveugler le tireur du nid de mitrailleuse qui est côté route. En gros, le midi au soleil. Et la prise, donc le premier drapeau blanc, alors j'indique par là parce que le côté route est par là, et le premier drapeau blanc, donc c'est le blocos 1 là-bas, c'est à 17h30. D'accord. Okay. Et ensuite, reddition totale à 22h. D'accord. Donc on peut estimer qu'entre 17h30 et 22h, ça se bagarre dur ici dans le souterrain. On va avoir une phase où, vraisemblablement, des traces qui sont restées, il y a quelque chose d'intense au niveau du blocos 3 et 4. On a relevé 54 impacts visibles sur le blocos 3, donc des impacts qui ont été faits avec des canons de 50 mm. Et 54, c'est juste visible rapidement. Hein. Oui. 54, ça indique quand même une intensité assez élevée dans les combats. Et il y a une nécessité absolue de faire taire les canons de la batterie du Roule à un moment donné dans la conquête de la ville. Ensuite, la batterie du Roule donc, va être libérée par les Américains. Et donc c'est là où on va passer justement à la partie 3 donc, de cet épisode qui concerne donc, la batterie du Roule après le conflit 39-45. Donc ici, donc, c'est l'armée française qui va reprendre possession du site? Oui.
C'est une logique, je dirais, qui s'établit de façon naturelle, puisque le fort napoléonien, depuis 1854, il est bien établi. Bon, là, la montagne, c'est comme un lieu de surveillance de cette grande baie. Et les militaires français vont recevoir des libérateurs la clé de Cherbourg et vont utiliser ce lieu de la batterie du Roule pour stocker des armes, des choses dangereuses. Alors, après une scène de guerre, parce que les combats dans les rues de Cherbourg sont violentes, il va y avoir au sol des grenades, des vrais pistolets, des vrais fusils, enfin du vrai armement. Et quand les civils français vont rentrer à Cherbourg, les enfants jouent avec ça et il y a des vrais accidents. Donc on cherche des lieux faciles à fermer, faciles à contrôler, ou stocker ça temporairement. Pour protéger la population. Voilà, la batterie du Roule, c'est facile à surveiller. Vous avez une entrée côté route, vous mettez un soldat là-bas et puis vous stockez tout à l'intérieur. Et c'est à cette époque-là où il y aura des intrusions par Jacques Le Tourneur et ses frères. Mais le lieu va être transformé en lieu de stockage par l'armée française. Dans les années 50, les militaires enlèvent toutes ces choses dangereuses qui sont à l'intérieur des souterrains. Et le lieu va rester libre, vacant. Vous allez avoir donc les premiers professionnels qui vont s'intéresser au lieu, c'est des ferrailleurs, et ils vont démonter tout ce qui est facile. L'effort architectural et de confort, ici dans la batterie du Roule, c'est tout ce qui est militaire. Les canons, enfin, tout ce qui est militairement dans l'action, les canons, le point de mitrailleuse, et tout ce qui est de l'ordre de la vie intérieure, la vie quotidienne, donc c'est cabanes en bois, l'alimentation électrique, c'est juste des câbles qui sont accrochés le long des murs, les ventilations, c'est juste accroché avec des crochets au plafond. On n'est pas dans une structure, je dirais, très agréable à vivre. Oui. Par exemple, normalement, si on applique les règles de construction de la Die Festung Europa, donc du mur de l'Atlantique, on devrait avoir ici des finitions béton, des lieux de latrines en béton, et des chemins de câbles en hauteur, des drainages en point bas. Et ici, on voit bien que c'est assez brutal, c'est resté tel que l'ont creusé les esclaves du Troisième Reich. Alors, est-ce qu'il existe ici, dans ce souterrain, des galeries qui ne sont pas ouvertes ou qui se sont effondrées avec le temps ? Donc on a effectivement une érosion ici du temps, mais qui est vraiment palpable au moment de la libération, des combats à l'intérieur. Vous allez avoir ici des acteurs qui vont se confronter, qui tirent au fusil, à la mitrailleuse, au pistolet, et qui se lancent des grenades. Forcément, tous ces impacts vont brutaliser l'environnement, et à certains endroits, vous allez avoir des gravats, des tas de gravats de 1 mètre, 1 mètre 20. Et ça peut être chaotique de se déplacer ici, à l'intérieur du souterrain, après l'évacuation des matériels dangereux par l'armée française. J'ai beaucoup de Cherbourgeois, de gens ici qui viennent en visite, qui me disent « Ah je suis venu ici quand j'avais 13 ans, il y avait comme ça de cailloux, oui. On était obligé de se faufiler. » Donc il y a un travail énorme qui a été fait entre 2006 et 2009 pour vider les galeries, des gravats. Et on a gardé dans le stockage de munitions numéro 1 un tas de gravats d'1 mètre 20 pour que le public puisse se représenter le chaos ici généré par les combats à l'intérieur. J'ai eu parce qu'on fait une surveillance, quand le public arrive, le guide a déjà fait un tour du site. Alors, on a eu une légère modification de l'intérieur au moment de l'exploitation. Comme le site avait été fermé depuis très longtemps, les purées géologiques s'étaient gorgées d'eau. Et quand nous, on a ouvert, donc on a favorisé la circulation d'air, il y a eu des phénomènes de séchage, comme dans toutes les grottes, et il y a quelques morceaux qui sont tombés. Voilà. On impose le port du casque, parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des morceaux de rouille ou des morceaux de cailloux qui tombent de façon aléatoire, comme dans toutes les grottes. Quand vous allez visiter donc des endroits en souterrain, oui. Les panneaux, on ne touche à rien, c'est pas innocent. On n'est pas à l'abri, à partir du moment où on change de milieu, on n'est pas à l'abri des caprices de la géologie. Et donc du coup, ce lieu, vous l'avez ouvert au public. Pouvez-vous nous expliquer un peu les conditions pour venir ici visiter ces galeries ?
Alors les conditions, c'est une prise de rendez-vous obligatoire. On fait une réservation obligatoire parce qu'on a des règles à respecter. On ne peut pas dépasser des groupes de 20 par guide. Il faut que le guide soit disponible parce qu'on est tous bénévoles. Et il faut coordonner vos choix avec la disponibilité des guides. Alors on a un agenda qui est en ligne que vous pourrez trouver sur notre site internet, ou alors le mieux c'est de discuter avec le guide parce que souvent ça se passe en temps réel. Moi j'ai des demandes qui viennent pour dans 10 minutes, une demi-heure ou une heure, et si je suis disponible, j'accède à la réservation. Ouais. Sinon les hautes saisons ça commence en mai chez nous. Jour férié, samedi, dimanche, et puis ça a fini le 30 septembre. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on va se retrouver très prochainement pour un tout nouvel épisode d'Héritage de guerre. À bientôt. Au revoir. C'était votre programme avec notre partenaire majeur.